Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je suis avec Meili et c'est un épisode assez particulier parce que Meili, c'est pas quelqu'un comme tout le monde. À seulement 16 ans, elle a écrit son premier livre et maintenant elle a 18 ans et elle a déjà une entreprise. Elle est vraiment dans le monde professionnel alors que moi, 16 ans, 18 ans, je pensais pas du tout à tout ça et je trouve ça magnifique qu'il y ait des gens qui s'éveillent à tout ça aussitôt et j'ai justement envie qu'elle vous partage ça parce que comme je suis beaucoup sur TikTok, j'ai une audience qui peut être assez jeune et donc moi, ça me tient beaucoup de leur montrer que même à leur âge, ils peuvent faire quelque chose. Leur opinion, tout ce qu'ils ont à dire, ça a de l'impact. Il y a des gens qui vont les écouter. Donc, n'hésitez pas à vous lancer et écoutez bien tout ce qu'elle va vous dire. Je pense que ça va être un témoignage très très riche et je vais te laisser la parole, Meili. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravie. Merci pour ton accueil en tout cas et de m'avoir présenté aussi bien. C'est vrai que j'ai un parcours assez atypique et je pense que la différence avec peut-être une grande partie des entrepreneurs aujourd'hui, c'est que j'ai pas choisi d'être forcément indépendante. Ça s'est fait tout seul en fait, puisque pour les personnes qui me connaissent pas, en fait, tout simplement, je me suis mise à lire beaucoup de livres pour le bac de français, donc tout simple, banal comme on pourrait le croire. Sauf que moi, ça a été plus loin que ça, puisque je me suis mise ensuite à lire des livres de développement personnel. Vraiment, parce que j'aimais bien la lecture, j'aime bien, tu vois, tu te focuses sur quelque chose pendant un temps, et c'est ça qui est bien, parce que du coup, tu oublies tout ce qui t'entoure, et enfin, moi, j'oubliais beaucoup mes révisions, du coup, ça me permettait vraiment de me concentrer sur une chose, et donc j'aimais beaucoup lire. Et à la suite de ça, donc les livres de développement personnel m'ont beaucoup aidé aussi. Et comme tu sais jamais ce que tu veux faire au lycée. Même si je pense qu'il y en a quand même, ils savent bien, mais moi j'étais quand même, ok, je fais quoi après? J'ai envie de bosser. Et donc finalement, je me suis mise à lire ces livres-là qui m'ont beaucoup ouvert l'esprit, et c'est ça que j'ai bien aimé. Ça m'a permis de me poser des questions sur ma vie en soi, alors que c'est pas des questions qu'on se pose comme ça de manière naturelle, quoi jusqu'au bout en fait où justement mon parcours a commencé là au fait que j'ai lu des livres et ensuite je voulais le recommander. Tu vois, quand tu lis un livre, t'as envie de le donner à quelqu'un, de leur dire regarde ça, c'est génial. Ou quand une personne t'inspire, tu veux le partager à quelqu'un. Et moi, je faisais ça, mais personne m'écoutait. Super. Parce que j'avais 16 ans et du coup, c'est ça qui se passe souvent, c'est quand on est jeune ou quoi, on n'a pas vraiment de poids aux yeux de nos parents ou même de nos camarades de classe. Et moi qui donnais un peu des leçons de vie et tout, machin, ça marchait pas trop, on va dire. Et surtout que c'était dans un milieu, enfin le développement personnel, si t'es pas dedans, si t'as pas subi une maladie ou un choc pour t'y mettre, personne n'est vraiment dedans et personne fait gaffe à sa vie, on va dire. Donc c'était vraiment difficile de pouvoir en parler à mes proches et à mon entourage. Et donc je me suis dit, ok, si je leur recommande des livres et qu'ils les lisent pas, par contre si moi j'écris mon livre, est-ce qu'ils vont le lire, tu vois? Et puis je me suis dit, go, qui ne tente rien à rien. J'étais à fond dev perso, hein, donc ça s'est passé comme ça et je me suis dit, go, et j'ai écrit mon livre donc à 16 ans. J'en ai même écrit deux, mais je le dis pas, j'en ai écrit qu'un, surtout. Et donc ce livre-là, je l'ai fait en numérique. Au début, voilà, simple. Je voulais simplement que les personnes autour de moi le lisent. Il n'y a jamais eu de but de vendre ou quoi. C'est pour ça que aujourd'hui je suis entrepreneur, etc. Mais c'était pas du tout un but de base, hein. Je voulais juste aider les gens un petit peu autour de moi à prendre conscience de qu'est-ce que leur vie pourrait être avec le développement personnel, quoi. Ça fait évidemment beaucoup écho parce que j'ai aussi commencé à tout ça avec les livres. Et ouais, quand on parle à tes potes, toi, tu as des livres qui ont changé ta vie parce que le développement personnel, c'était quand même des notions très, très importantes qui ont un impact si jamais tu l'appliques, si jamais tu le lis bien. Ouais. Et ouais, t'es là, t'as un truc qui est trop bien, t'en parles à tes potes et ils sont là, ils ont, ils ont de rien à faire ou ils comprennent Ouais. pas. Et ouais, mais c'est une super approche. Moi, ça m'était pas du tout venu à l'esprit, hein. J'ai juste passé à autre chose. J'avais pas essayé de écrire un livre comme toi. Cette idée est tellement, il y a une innocence et c'est assez incroyable. Et du coup, est-ce que ça a marché tout ça? Ouais. Alors déjà, j'ai écrit mon livre et mes proches ont eu m'ont fait de bons retours. Surtout qu'il y en avait, mais ils lisaient pas du tout comme moi avant. Ils lisaient pas et ils m'ont dit, j'ai lu mes livres pour toi parce que c'est toi. Bon, j'ai rien compris, mais c'est pas grave, tu vois. Mais rien que de faire, le comportement des gens autour de moi a vraiment changé envers moi et c'était trop cool. Donc pas forcément en numérique. Il y en a qui ont attendu la version papier, donc qui est sortie 6 mois après en auto-édition et encore 6 mois après en maison d'édition. Donc à peu près un an j'ai fait pour avoir mon livre en maison édité, etc. Mais du coup pendant tout ce processus là, il y a mes proches, déjà mes copines, elles l'ont fini mais
hyper vite, elles ont adoré et je pense que je les aurais conseillé un livre ou en librairie ou peu importe, ou envoyé des vidéos inspirantes et tout, elles auraient pas vraiment pris conscience de tout ça. Mais le fait que je l'ai fait, ça, franchement, ça a changé. J'avais des potes, on était débiles, hein, vraiment, on avait des délires, voilà, de gosses, on va dire. Je me suis dit, mais quand j'ai écrit ça, enfin, genre, elles vont rien comprendre, enfin, voilà. Et en fait, finalement, non, elles m'ont dit, mais Mélie, je me retrouve carrément dans ce que tu dis et tout. Et du coup, j'ai eu de très très bons retours, que ce soit de mes proches que je connaissais déjà, mais aussi les potes des potes. Mais genre vraiment, mais un truc de dingue. Mes profs lisaient le livre, enfin, je te jure, il y avait beaucoup beaucoup de ça. Les amis des amis et les gens commençaient à me connaître sur Instagram. En plus, tu vois, tu repartages une story, les gens ils disent, enfin, tu vois, tu repartages avec des gens à peu près de ton âge. Donc les gens en fait, ils se sont abonnés ou ils sont venus me parler. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de succès, on va dire comme ça. Juste parce qu'ils se sont dit, ouais, la fille, elle a le même âge que moi, elle a écrit un livre et tout, et en plus, il est génial. Donc, il y avait beaucoup de personnes comme ça, et aussi des amis de ma mère ou de mes parents, quoi, qui me disaient, oui, waouh, t'as écrit un livre, et c'est dingue parce qu'il y avait des personnes jeunes qui ne connaissaient pas, des personnes plus âgées qui avaient déjà vécu ça dans leur vie, la confiance, etc. Enfin, voilà, qui connaissaient. Et peu importe, à tout âge, ça les a impactés. Même des personnes vraiment très très jeunes, hein, je veux dire, genre collège, même primaire, mes cousins, etc., qui ont lu, même des parents qui lisent eux et ensuite qui le redonnent à leurs enfants. Parce que comme c'est écrit par une fille de 16 ans, eh bien, ça c'est mieux, tu vois. Enfin, c'est ça. Et du coup, j'ai touché beaucoup plus de personnes que je ne pensais. Et surtout que c'est la confiance, enfin, c'est un sujet tabou, puisque mon livre, ça s'appelle La confiance fait tout. C'est un sujet tabou qui était pour moi, enfin, tu vois, je savais pas ce que c'était, enfin, qu'est-ce que c'est en fait. Et pourtant, à mon âge, quand même, à 16 ans, les gens savaient plutôt ce que c'était, tu vois, ils en parlaient pas, mais ils savaient qu'ils avaient pas confiance en eux. Moi, je pouvais pas te dire si j'avais confiance en moi ou pas, je ne savais pas ce que c'était, tout simplement. Et justement, comme ça revenait souvent dans des livres et tout, et que j'avais pas vraiment cherché qu'est-ce que c'était, je me suis dit, la confiance est tellement large le sujet qu'on peut en faire un livre ou je sais pas. Et du coup, ben, je me suis dit, ça va me servir dans les deux sens, donc je fais un livre sur ça. Et c'est pour ça que des fois, quand on dit la confiance, what, qu'est-ce que c'est? Donc les gens, quand ils regardent mon livre, ils sont un peu, ah ouais, c'est un peu développement personnel, machin, ils sont un peu réticents. Et par contre, en fait, c'est ça que c'est bien, c'est très clivant. C'est soit ils sont réticents, ils lisent pas, soit par contre ils aiment bien et ils disent, ah ouais, c'est carrément ce que je lis, ou c'est carrément ce que je ressens, ce que je pense, etc. Et donc ils lisent. Donc il y a vraiment de tout vis-à-vis du livre, les retours, c'est très très divers. C'est trop trop bien. Et je pense qu'on va peut-être accentuer un peu plus Ouais. sur, on va peut-être parler un peu de lecture. Quand tu parlais de ton approche de la lecture, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Je sais pas si toi tu médites. Moi j'ai toujours eu du mal à méditer. Par contre, j'ai l'impression de méditer à travers la lecture, parce que en fonction des livres, bah, comme tu as dit, ça va te créer dans une atmosphère, ça va te faire te poser des questions, ça va créer tout un environnement. Moi je sais qu'il y a un livre que j'aime particulièrement pour méditer. Je crois que c'est Christophe André qui s'appelle. Voilà, c'en est un c'est un philosophe et aussi un psychologue qui parle de méditation, et je trouve que ses livres sont particulièrement méditatifs. Mais du coup, c'est quelque chose que bah, j'ai découvert grâce à lui, le fait de pouvoir méditer en lisant. Et c'est quelque chose que je découvre de plus en plus dans certains livres de développement personnel, parce que bah, ils mettent un cadre. Le développement personnel, c'est le bien-être, c'est de la bienveillance. Et dans ce cadre-là, j'arrive à méditer à travers ça, et je trouve que la lecture se perd de plus en plus. Et pour moi, il y a plein de bénéfices comme ça. Et justement, c'est quoi ton qu'est-ce on va peut-être accentuer un peu sur qu'est-ce que la lecture t'apporte, et pour toi, est-ce qu'on peut le retrouver ailleurs? Je sais que, par exemple, moi, j'aime beaucoup les podcasts, lecture, podcast, YouTube. C'est quoi tes voies d'accès à travers pour le développement personnel et pour le bien-être en général? Alors, moi déjà, je dirais que je pratique pas enfin depuis la sortie de mon livre, je pratique plus de dev perso si tu veux en soi. C'est-à-dire que je vais pas chercher à lire des livres pour, me développer personnellement, je vais pas chercher à aller des séminaires et cetera parce qu'en fait, c'est de l'expérience. C'est quand tu comprends ce que c'est la confiance et que la réussite s'acquiert en fonction des expériences, ben, t'en as un peu marre de savoir des choses, tu fais les choses et c'est comme ça que t'apprends. Donc, en soi, le développement personnel, je suis plus vraiment dedans. Par contre, j'interviewe des auteurs et donc, ben, je suis quand même obligée de lire leurs livres. Enfin, c'est super important pour moi, pour bien préparer et tout.
Et donc, je suis amenée à relire des livres de développement personnel et aussi les livres de mes auteurs. Donc, les auteurs que j'accompagne, tu vois, il y a une quarantaine d'auteurs. Je les relis tous un par un. Et c'est vrai que la lecture, comme tu dis, ça te met dans une bulle. Alors moi, je trouve que ce qui est bien, c'est que aujourd'hui, notre attention, elle est un peu dissipée tout le temps. Parce que quand tu es entrepreneur, enfin moi, je sais pas les personnes qui nous écoutent, hein, mais quand tu es entrepreneur, j'espère que vous vous y retrouverez en tout cas, mais t'as as tellement de choses à penser, de petites choses à faire, que ce soit contacter à une telle personne, envoyer tel mail, répondre à telle personne, enfin que ce soit avec les autres ou simplement, je sais pas, faire une facture ou quoi. T'as beaucoup de choses qui peuvent te venir dans ton esprit et c'est vrai que c'est toujours vraiment en actif, on va dire. Tu peux jamais te reposer et c'est pour ça que on dit que le matin, il faut faire les tâches les plus importantes et se consacrer à ça en premier parce que toutes les tâches superflues, il vaut mieux les faire après. Et donc la lecture, ça me permet moi de me canaliser. Enfin, je sais que je suis calme et c'est limite reposant, tu vois. Donc c'est pour ça que j'aime bien. Moi, je relis souvent les auteurs le soir, du coup, parce que c'est bien avant de se coucher, même si c'est sur un écran. C'est toujours mieux que d'être actif à faire plein de trucs, à prendre en compte plein de personnes et tout. Et c'est bien parce que du coup, t'es dans ta bulle, vraiment à réfléchir à ce que tu veux, à ce que l'auteur dit. Enfin, vraiment, t'es bien. Les podcasts aussi, ça me permet de le faire, mais moins, parce que les podcasts, je vais pas, enfin vraiment, je les écoute quand je fais un truc, enfin voilà, et c'est ça qui est bien, hein, mais sinon, les podcasts, j'arrive pas à vraiment me mettre dans une bulle. Et après, je trouve que la lecture, c'est bien parce que même si tu te dis que marcher ou faire du sport, ça te permet de te vider de l'esprit, je trouve que c'est pas suffisant et se poser sur un livre ou quoi, c'est encore mieux. Parce que du coup, en fait, tu te focuses vraiment que sur un truc. Parce que moi, je le fais, enfin, le sport au début, quand t'es entrepreneur, tu te dis que ça te vide l'esprit. Et moi, je l'ai beaucoup fait, mais en fait, tu penses tellement à ton business que tu te dis, ok, il faut vite que je finisse ma séance pour aller retravailler. Alors qu'un livre, t'es tellement focus sur des mots, sur des choses comme ça, précises, etc., que ton cerveau, il a même plus le temps de réfléchir à autre chose, il réfléchit à l'instant présent, donc c'est bien de se canaliser comme ça. Après, j'ai pas plus de livres que ça, plus intéressants que d'autres, je veux dire. La lecture en elle-même, c'est bien et de vraiment s'isoler et de voir en fait le temps qu'on passe à lire. Parce que souvent, genre des fois, on a l'impression que ça fait 2 heures qu'on lit et en fait, ça fait juste 20 minutes, tu vois. À quel point c'est reposant et ressourçant. Et moi, je médite pas du tout, du coup, comme tu posais la question. Je médite pas du tout. Par contre, j'ai utilisé pendant longtemps, enfin, je faisais vraiment attention à bien utiliser la loi de l'attraction. Je sais pas pourquoi je faisais ça, mais bon, bref, je faisais ça. En fait, ça marche tout le temps, donc je peux pas arrêter de l'utiliser, mais j'y pensais beaucoup. Je fais de la visualisation souvent, où je me projette carrément dans les situations. Et je vis même les émotions parce que je suis quelqu'un qui est très joyeuse, donc je peux avoir des pics d'énergie, genre enfin n'importe quoi, bref. Et du coup, ben, je peux vivre les situations en avant et un peu avoir l'impression que c'est déjà fait. Et du coup, ça permet de manifester beaucoup de choses dans ma vie. Donc la méditation en soi, je peux pas, enfin je pense pas, mais la lecture c'est bien, ou alors simplement faire des pauses où tu essayes juste de observer le monde qui t'entoure, je trouve. Mais t'as pas besoin de méditer, parce que c'est juste bien de regarder en fait, ok, qu'est-ce que je fais maintenant, etc. Comment ça se passe, regarder les gens, regarder ce qu'ils font, regarder. Tu vois, c'est juste bien de faire ça, mais méditer, j'ai jamais choisi de le faire. Ouais, mais bah, en vrai, tout ce que tu dis, ça me parle beaucoup. J'ai aussi ce même problème à la salle de sport. Moi, quand je fais du sport, j'écoute, des podcasts parce que je fais beaucoup trop de choses en même temps, j'ai beaucoup trop de pensées, je passe Tu prends des notes. mais c'est ça, mais complètement. J'ai toujours un bloc-notes avec moi. Le pire, c'est sur le chemin. Souvent, quand je vais à la salle, bah, le fait de me poser dans la voiture, de, entre guillemets, devoir penser à rien. Je pense toujours à mon business, j'ai des idées qui viennent, des trucs que j'ai envie de créer. J'ai un bloc-notes à côté de moi. La moitié du temps, je suis en mode, est-ce que je fais pas demi-tour pour tourner une vidéo? C'est infernal. Mmh. Et ouais, le sport, pour moi, c'est important parce que, entre guillemets, ça clarifie l'esprit, mais ça enlève pas les idées. Ça clarifie, ça fait un peu, moi, ça enlève les petits débris, tout ce qui gêne les idées, et Ouais. du coup, ça laisse d'autres idées venir. Et pour moi, la lecture, du coup, est très importante parce que je la rapproche de la pratique de la méditation. Et pour moi, ta description de la lecture est très proche de la méditation. Et c'est pour ça que bah, je trouve ça particulièrement intéressant. Et ça fait beaucoup écho. Parce que, ouais, Mmh. la méditation, peu importe la forme, il faut regarder plus ce que c'est dans son fondement et c'est quelque chose dont on a besoin, de se Ouais. mettre dans une bulle, des moments de bah, surtout quand on est entrepreneur. Faut savoir qu'il y a des métiers où, Mmh. tu as des métiers, où tu vas être en mode 9h-18h, je taffe, c'est fini.
quand tu es cadre, quand tu es entrepreneur, tu pas vraiment d'horaire et du coup, ton cerveau peut réfléchir en continu. Mmh, C'est encore pire quand tu es entrepreneur et pour moi, ouais, ces moments de lecture ouais. sont particulièrement importants et ça va te moi, j'aime bien faire ça le matin parce que ça me met dans un état d'esprit complètement différent. Voilà, j'aime beaucoup voir les influences de la lecture sur ma journée. Ouais, ouais. Moi, je sais que je le faisais pendant un long moment, lire tous les matins, genre 30 minutes ou quelques pages, ensuite aller au sport. Enfin, tu vois, j'avais des routines très cadrées. Maintenant, c'est plutôt un peu comme je le sens et quand je le veux, même si, bon, c'est un peu du laisser aller, mais c'est pas grave parce que je sais que j'en ai besoin, donc je finirai par le faire. Et donc, c'est ça. Et comme tu dis, quand t'es entrepreneur, tu as toujours des choses à faire. Donc le sport, tu le vois plutôt comme une tâche de la to-do list à faire que comme un moment où tu vas prendre quelque chose pour toi. Donc c'est vrai que la lecture, par contre, là, c'est différent parce que tu te poses et après, chacun a ses moyens de vraiment décompresser. Il y en a, ça va être lire. Moi, ça peut être lire, souvent c'est ça, ou aller marcher. Il y en a, ça va être, ben, comme tu dis, les podcasts. Il y en a, ça va être la méditation, la sophrologie. Et il y en a, ça va être d'autres choses. Enfin, peu importe, ça dépend de chaque personne. De toute façon, il faut trouver ce qui nous convient et pas se forcer à faire les choses. Même si au début, c'est bien de se forcer à voir qu'est-ce que c'est de la méditation, est-ce que ça nous enfin, est-ce que ça marche pour nous. Mais c'est tout en fait. Enfin, sinon faites ce que vous préférez, ce qui marche mieux pour vous et essayez d'être plus constant sur une chose, même si c'est pas la méthode que tout le monde utilise. Et c'est ce qui va le plus réussir pour vous en tout cas. Ah, ça, c'est aussi quelque chose que tu as dit. Au début, tu mets les bases, tu vas avoir une pratique un peu plus intense pour découvrir ce que c'est vraiment. Concrètement, si tu essaies la méditation, Ouais. c'est pas en essayant 3 jours que tu vas atteindre quelque chose. Si pendant un mois, tu essayes avec consistance la méditation, tu vas te familiariser avec tout ça et après, tu pourras avoir une pratique un peu plus libre. Et c'est pareil pour tout ce qu'on a dit. Moi, la salle de sport, quand j'ai commencé, vraiment au début, c'était un an intensif. J'ai appris la théorie, j'ai appris des bases. Maintenant, j'ai une pratique qui peut être un peu plus libre parce que j'écoute mieux mon cours, parce que j'ai plus de connaissances sur ce qu'il faut faire, etc. Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tout ce que tu as dit. Et pareil, tu parlais du développement personnel. Au début, tu as beaucoup lu. Maintenant, tu as, entre guillemets, ces bases qui te permettent de les voir dans la vie de tout le temps. Et je sais que moi, un truc, c'est les mangas. Parce que maintenant que j'ai ces connaissances de développement personnel, j'arrive à les voir dans des mangas. Et du coup, je vais souvent apprendre beaucoup plus dans un manga que dans un livre de développement personnel. Ouais. Parce que globalement, ouais, tout est lié Ah, et on peut trouver ce dont on a besoin absolument partout dans notre vie. Et aussi, bah, du coup, les interviews, les podcasts, ça va être une méthode pour nous d'échanger, de voir des opinions différentes, parfois de se rassurer aussi sur ces opinions, voir qu'on a la même pensée. Et globalement, on peut travailler de plein de façons différentes et ça va être important de trouver celle qui nous fait vibrer nous, quoi. Et toi, tu l'as mmh mh. trouvé, je l'ai trouvé. C'est En clair. fait, du coup, c'est quoi ton why à toi? Si tu devais le définir avec des mots de manière un peu plus précise. Alors moi, mon why, c'est de permettre à chacun de pouvoir, transmettre son propre savoir, donc son patrimoine culturel, de manière à ce que cette personne grandisse déjà et que aussi les personnes autour d'elle puissent grandir, grâce à ta transmission-là. Donc c'est vraiment la base. On m'a dit récemment de bien le revoir. Moi, il me plaît, mais on m'a dit beaucoup de le revoir parce qu'il m'intégrait pas assez. Et donc, je l'ai travaillé et ma vision qui va avec le pourquoi, c'est de permettre à chacun qui a déjà eu envie d'écrire un livre, que chacun puisse avoir son livre. En fait, si tu veux écrire un livre, tu es capable de l'écrire et tu as toutes les clés en main pour le faire. Mon but, c'est vraiment ça, pour qu'on arrive à une société où les personnes qui sont devenues auteurs puissent s'échanger des livres sur leur vie et qu'on puisse diminuer tous les a priori qu'on a sur sur une personne. Et parce qu'aujourd'hui, il y a des grands savants, des grands hommes, des célébrités, des stars, etc., tout ce qu'on veut. Mais c'est pas parce que t'es pas une star que t'as pas le droit d'écrire un livre, que t'es pas intelligent, si je peux dire ça comme ça, ou t'es pas connoté comme ça. Et donc aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des savoirs mais juste incroyables, qui ont vécu des choses super bien, des expériences aussi, et ça pourrait tous nous faire gagner du temps si on pouvait chacun avoir plus de livres sur l'expérience de quelqu'un déjà, pas forcément que ce soit autobiographique, que ce soit bien raconté pour pas que ça nous ennuie aussi, mais vraiment qu'on ait des livres comme ça. Et un but, je sais pas, je le travaille comme ça, mais ce serait que une partie de l'éducation soit remplacée du coup par des livres, tu vois. Parce que même si on met en avant la lecture, ben c'est de la lecture, mais on n'aime pas ça, enfin à l'école, enfin la princesse de Clèves, tout ça, genre on en a rien à faire. C'est les connaissances d'avant, mais le mieux ce serait au lieu de travailler sur les connaissances d'avant, sur l'histoire d'avant, même si c'est quand même important les bases, et ben le mieux ce serait de
connaître les connaissances de maintenant et de ce qui vient de se faire tout juste il y a peu de temps, etc., pour pouvoir avancer. Et je pense que ça peut contribuer aussi à diminuer tout ce qui est délinquance, etc. aujourd'hui, apaiser les tensions et permettre à chacun de pouvoir faire la vie qu'il souhaite faire. Et si tout le monde peut faire la vie qu'il a décidé de mener, je pense que ce sera aussi mieux dans le monde. Je vais pas révolutionner le monde non plus, mais je pense que je peux contribuer beaucoup à cette transition-là, on va dire, vers la transmission de savoir de chacun. C'est très très beau ce que tu dis. Et je trouve que souvent la violence, faut savoir que souvent c'est des personnes qui n'ont pas leur place. Ils vont avoir un comportement violent pour prendre de l'attention parce qu'on leur Ouais. donne pas de place dans la société. Et justement, le fait de leur dire que bah tout ce que tu dis, ça a de la valeur. Il faut savoir qu'on a cette notion de des experts. Globalement, il y a deux choses. Il y a deux sortes d'informations. Il y a l'information qui est rationnelle, qui a été réfléchie, qui est structurée, etc. Et l'information émotionnelle, le Mhm. ressenti. Et quand tu parles du ressenti, ton ressenti sera forcément vrai, vu que tu restes propre avec quelque chose que tu as vécu. Ce que tu as vécu, d'autres peuvent le vivre, ce sera pas exactement pareil. Mais il y aura des émotions, il y aura des choses en commun, et ça va leur parler. Il y a des niveaux de lecture. Quand tu parles à quelqu'un qui est en dépression, ça sert à rien de lui faire un discours super spirituel que la vie, tout est parfait, que tout ce qui nous arrive est parfait. À ce moment-là, dans sa dépression, c'est pas ça dont elle a besoin. Ça va être beaucoup mieux pour elle d'avoir un discours de quelqu'un énervé, d'un tyran qui lui dit que le monde est horrible, que tout détruire. Et pour elle, passer à une émotion, passer de la dépression à la colère, c'est mieux. Tu es sur une optique d'amélioration parce que la colère, ça a plus d'avantages que de la dépression. Et après, il faut que de la colère, elle passe à d'autres émotions. Mais voilà, il y a des stades qu'il faut traverser. Et à chaque moment de ta vie, tu peux apporter quelque chose à quelqu'un quand tu parles de ta vie, quand ça fait écho. Après, voilà, l'idée, c'est pas de chercher à avoir un discours expert si t'es pas un expert. C'est de rester propre avec soi-même et de comprendre que tout ce qui nous est arrivé, ça a de la valeur parce que ce qui nous est arrivé peut arriver à d'autres personnes. Tout ça, ces échos-là, trouver sa place, c'est des notions super importantes et super belles que tu partages. Et Ouais. un sujet que j'aime beaucoup, moi, qui est peut-être un peu plus compliqué, on verra ce qu'on arrive à faire dessus. Il y a la notion de l'homme. Euh, L'homme, justement, il est plus dans ce rationnel et moins dans ce ressenti. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont cette sensation de ne pas avoir de place dans la société, de devoir s'en créer une à travers le statut, à travers l'argent. Sachant que toi, tu es entrepreneur, il y a un peu deux mondes qui s'affrontent dans l'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat de la Startup Edition qui est toujours plus grand, toujours plus d'argent, toujours plus, toujours plus. Et du coup, je pense qu'un peu plus ce que Ok. tu vis, toi, qui est l'entrepreneur un peu plus indépendant, qui va plus être à l'écoute de soi et qui va créer des choses. Qu'est-ce que tu penses de ces deux distinctions-là? Du coup, tu vas peut-être préciser dans laquelle t'es Euh, et qu'est-ce que tu penses de l'autre, fatalement? Eh bien, moi, je pense que je préfère la première catégorie parce que toutes les plus grandes entreprises, elles ne peuvent pas changer si tu es indépendant, créateur de ton côté, tu vois. Enfin, voilà. Si tu veux changer le monde ou au moins aider un maximum de personnes, il faut qu'à un moment tu vises grand, qu'à un moment tu euh, crées beaucoup d'emplois aussi, que quelqu'un qui va être indépendant aujourd'hui et qui va faire ça même de son côté. T'as le côté, je dirais, plutôt capitaliste, et c'est vrai, et t'as l'impression de voir que ça, mais c'est des personnes qui sont peut-être capitalistes et qui créent de grandes choses, mais qui derrière aident aussi beaucoup de monde. Donc c'est ça qui est bien dans l'innovation, je trouve que c'est super bien et le monde a toujours avancé comme ça avec de nouvelles innovations. Et après, vis-à-vis de ce que tu disais, l'entrepreneur plutôt indépendant, etc., créateur, etc., il y a beaucoup d'entrepreneurs maintenant sur le marché. Il faut faire attention, je dirais, parce que pour moi, il y a les freelances et les chefs d'entreprise. Tu as le freelance qui va être plutôt prestataire de services pour la plupart, ou alors après ils deviennent agence, ou tu as les coachs ou les formateurs ou peu importe les professionnels qui font ça un petit peu en revenu complémentaire ou alors qui ne vivent pas encore de leur activité parce que c'est du freelance et c'est au début c'est comme ça pour beaucoup, même si c'est pas parce que c'est comme ça pour beaucoup que tu peux pas l'éviter tout ça. Et t'as d'un côté les chefs d'entreprise et donc pour moi les personnes comme tu les décris, les indépendants, les créateurs, pour moi, c'est des personnes qui sont plutôt freelance. Quand tu passes chef d'entreprise, il y a un moment où tu vas passer dans l'autre groupe. C'est obligé parce qu'il y a un moment où tu vas innover plus grand, il y a un moment où tu vas créer une innovation des choses qui ne sont pas déjà faites ou alors tu vas déjà collaborer avec un autre marché qui l'a déjà fait ou peu importe, tu vois. Mais pour moi, il y a vraiment plutôt deux catégories de personnes et des états d'esprit différents, même si l'un ne veut pas dire l'autre. C'est-à-dire que tu peux être freelance et passer vraiment chef d'entreprise et créer quelque chose de grand derrière. L'inverse, ça va être plus compliqué, enfin, en soi. Enfin, je vois pas pourquoi tu crées une grosse boîte, après tu vas refaire un tout petit truc.
Mais pour moi, c'est plutôt 2 groupes comme ça que je vois, parce que t'es pas obligé de lever des millions ou lever même des 100 000 ou des 10 000, tu vois. T'es pas obligé de lever tant de fonds pour créer ta boîte. Les gens qui lèvent des fonds, pour moi, c'est des personnes qui ne peuvent pas être rentables. C'est-à-dire que il y a trop de charges pour que ce soit rentable dès le début. Donc c'est normal qu'elles font des levées de fonds, tu vois. Moi, j'aurais pu en faire une, mais à quoi est-ce qu'elle va me servir, sachant que je suis rentable dès qu'une personne, enfin dès qu'un premier client vient, tu vois. Donc les personnes qui vont voilà, qui vont avoir des grosses startups, etc., avec des levées de fonds, c'est parce qu'il y a beaucoup de budget, beaucoup de fonds à avoir, etc. Et c'est ça qui est bien, mais tu peux créer aussi grand sans avoir à faire des levées de fonds. Ça dépend. Euh, pour, euh, pour parler vraiment des startups et du milieu capitaliste. Et après, le côté freelance, etc., il y a beaucoup de personnes qui se tournent en mode reconversion professionnelle où je vais être libre, je veux faire ce que je veux, etc. Et je trouve que c'est les mauvaises, comment dire, motivations pour se lancer. Enfin, d'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, si t'es motivé par être libre, etc., et que ben c'est qu'à un moment t'as besoin de plus d'argent pour être libre, tu vois, c'est que ton boulot te convient pas, c'est que ceci cela, donc t'as besoin de faire de l'argent pour être libre, et avant d'être libre, va falloir faire de l'argent. Donc dans ton état d'esprit, tu vas plutôt être là, je suis dans le manque d'argent, etc. Il faut que je fasse quelque chose. Et il y a beaucoup de personnes qui se lancent, je veux être libre, indépendant et tout, machin, qui finalement, dépensent beaucoup dans plein de choses parce que du coup ils se sentent libres, ils prennent les choses un peu pour acquis et ça fait beaucoup de choses à court terme. Donc il faudrait vraiment voir à long terme, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment des valeurs et un grand pourquoi que simplement le fait de se dire je veux me lancer en tant qu'indépendant, créer mon petit truc parce que je sais que ça peut aider quelques personnes. Non, faut vraiment tu te lances, tu fais une étude de marché, tu vois si ça marche, est-ce que enfin ce qu'il y a déjà, etc. Et là tu te lances parce que sinon les personnes, je me dis qui parce qu'il y a beaucoup vraiment beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, c'est comme ça, c'est je veux être libre, je veux pas de règles, je veux pas de patron au-dessus de moi, machin et tout, et c'est dommage parce qu'ils se lancent avec les mauvaises motivations. Même si je dis pas qu'elles sont mauvaises, hein, moi aussi en dessous j'ai des motivations comme ça, mais en premier, je veux contribuer à apporter quelque chose dans la société, à être utile, tu vois. Mmh. C'est plutôt pour ça que je fais les choses que pour être libre. Tu vois, libre, ça va être la conséquence de tout ce que tu vas faire. Donc, c'est comme ça que je vois les 2 groupes, moi, plutôt de mon côté. Et je dirais que, ben, du coup, je suis plutôt dans le premier groupe que tu avais cité. Pourquoi? Parce que je suis passée de freelance à chef d'entreprise avec des salariés, etc. Rapidement et que mon but c'est vraiment de devenir leader international d'ici 7 ans quoi. Donc voilà. Je trouve que c'est des bons rappels. Je sais que Alexis Michela de Tribu Indé a fait un TikTok il y a pas longtemps justement où il parlait de tout ça, que l'entrepreneuriat, on raconte plein de belles Mhm. choses. C'est pas si facile que ça. Il y a des étapes qui sont vraiment difficiles. Donc si tu y vas juste pour devenir plus libre, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Il y a des choses plus complexes qui vont arriver. C'est beaucoup plus facile de trouver son why, d'avoir une approche beaucoup plus travaillée comme ce que tu présentais. Et je pense que l'autre notion dont tu parles de liberté et d'argent, c'est marrant parce que c'était un peu le sujet du dernier podcast avec du coup Thomas qui a fait cette remarque que bah, dans son métier, il gagnait autant d'argent que ses collègues. Pourtant, il pouvait faire des voyages alors que ses collègues se plaignaient de ne pas pouvoir parce que la gestion de son argent, tu as des personnes qui sont enfermées dans leur boulot, qui vont dépenser plus pour se divertir parce que globalement, ils trouvent que leur vie est nulle. Ils vont avoir plus besoin de se divertir, ils vont perdre plus d'argent, ils vont s'éloigner plus de leur liberté. Voilà, il y a toute une gestion d'argent, il y a toutes des croyances. Et en fait, quand j'ai fait ma distinction au début, c'était plus entre des personnes qui ont une vision de la société de la meilleure version de soi-même. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas du tout, la meilleure version de soi-même, parce que en général, quand quelqu'un dit ça, c'est pas vraiment sa meilleure version de lui-même, c'est la meilleure version de soi-même dans la société. Et pour moi, il y a une version d'entrepreneurs qui sont en mode faire des grandes choses pour le succès, pour l'argent. Et je faisais plus une distinction avec du coup les gens comme toi qui ont une vision, qui ont une volonté de contribution. Mais, euh, mais tout ce que tu as rappelé, c'était très pertinent. Moi, je distinguais tout ça. Et c'est vrai que j'ai l'impression que toi, tu vois peut-être un peu moins ce monde où vouloir avoir du succès pour avoir du succès, alors que toi, tu vas avoir du succès pour contribuer, pour aider les gens. Et je trouve que c'est une super vision. Ben ouais, c'est ça. Après, le succès derrière, tout ça, t'es obligé de l'avoir. Enfin, en fait, t'es obligé enfin, faut que au moins ça te motive quand même derrière, quoi. Tu peux pas créer de grandes choses, etc. Si derrière t'as pas envie de succès, t'as pas envie
qu'on te montre, etc. Enfin, c'est dans les besoins. Donc, tu peux pas te mentir à toi-même. Dans la pyramide de Maslow, t'en auras besoin, tu vois, le besoin de reconnaissance, le besoin d'accomplissement, etc. C'est super important et tu y goûteras de toute façon. Mais la première motivation, ce serait déjà de créer quelque chose, de se sentir utile, d'avoir de vraies valeurs et de répondre vraiment à un problème qu'il y a aujourd'hui et pas créer quelque chose aussi pour créer des problèmes, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup, tu vois, enfin, je vois beaucoup des personnes qui font du marketing, qui vendent, etc., parce qu'il y a beaucoup de closers maintenant, qui créent des problèmes, en fait, chez les gens et il y en a pas besoin, en fait. Faut juste créer quelque chose qui n'a pas encore été fait ou qui a déjà été fait, mais parce qu'il y a beaucoup de demandes et du coup continuer à contribuer sur ce marché-là. Donc, mais oui, ces besoins-là de succès, de réussite et tout, ils doivent venir après et c'est important qu'en tant que fondateur de ta boîte, tu les aies quand même. Ces envies, cette ambition-là, etc. Et aussi des rêves irréalisables. Hein. Moi, je sais pas si ce sera réalisable un jour de reformer l'éducation ou peu importe pour imposer des séjours littéraires ou un truc comme ça. Mais en fait, il faut voir grand parce que c'est comme ça que tu vas embarquer tout le monde. C'est comme ça, en fait. Enfin, moi, les gens, des fois, ils me disent, mais Lily, t'as tellement de projets que tu m'embarques et que j'ai envie de faire les choses, j'ai envie de te suivre. J'en ai beaucoup des personnes qui sont pas forcément clientes, qui ont pas forcément lu mon livre, etc. Mais qui disent, Mélie, on reste en contact, je veux te voir dans 10 ans. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'être plutôt, comment dire, avec les bonnes valeurs, la mission, le pourquoi, etc., même si ça change souvent euh, pour vraiment réussir que avoir juste une envie d'être libre, etc. Parce que moi, si je le veux, je suis là, enfin, je suis déjà libre. Mais si je voudrais juste simplement être libre, je me serais déjà arrêtée, tu vois. Le but, c'est de voir encore plus grand que ça, quoi. Toi, tu as cette vision du leader qui va être inspirant et dans toute entreprise, tu as besoin de différents rôles et tu as ce leader qui crée les choses. Et dans ta vision, j'ai l'impression que tu dis que tout le monde peut être leader. Est-ce que tu penses vraiment que tout le monde peut être leader, sachant que dans une entreprise, si tu as que des leaders, que des personnes qui sont inspirantes, c'est pas forcément ça qui va t'amener super loin. Tu vas aussi besoin d'avoir de personnes qui vont rester très concrètes. Tu vas leur dire il faut faire ça et ils vont mettre les choses en œuvre. Tu as des gens qui sont plus... voilà, il y a différentes spécialités. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Ouais, bien sûr. Dans une entreprise, tu peux avoir des leaders, et justement, c'est important, mais tu auras toujours quelqu'un au-dessus de l'autre, tu vois, le niveau hiérarchique, même si tu n'es pas dans une entreprise normale, tu es dans une entreprise génération Z un peu, tu vois, eh bien, t'as besoin d'un leader déjà au-dessus, ça c'est clair, qui va avoir les valeurs, etc. Cette personne-là va donner ses valeurs, sa mission, etc., que ce soit à ses clients ou ses collaborateurs. Et en fait, après, chaque personne a son rôle. Donc la personne, il faut qu'elle soit genre au top niveau com ou au top niveau, je sais pas, service vente, marketing, tu vois. Donc il y a vraiment, comment dire, dans une entreprise, le leader, lui, va avoir pour rôle, pour faire un cours rapidement, il va avoir pour rôle de dissiper valeurs, mission, vision à ses employés ou à son équipe, ses collaborateurs et ses clients. Les clients ont pour rôle, enfin les collaborateurs ont pour rôle d'absorber cette mission, vision, etc. qui sont vraiment dissipés dans tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que ce soit dans les offres, dans notre manière de nous comporter avec les clients, etc. Les les collaborateurs sont obligés d'appliquer cette mission, cette vision-là, sinon l'entreprise, ben voilà, c'en est plus une. Tu vois, faut vraiment une vision, quelque chose de très soudé pour qu'on emmène loin la boîte, quoi. Donc il y a cette dimension-là, mais par contre chacun a une mission et des valeurs différentes, tu vois, en tant que personne. Quand t'es fondateur, tu as la même mission, le même pourquoi que celui de ta boîte. La plupart du temps, c'est comme ça. Par contre, les gens, ils ont pas le même pourquoi que la boîte, tu vois, eux-mêmes. Donc, le but, c'est de avoir leur pourquoi, de travailler sur leur pourquoi, leurs valeurs, etc. et de leur montrer, ben, en quoi leur pourquoi et ce qu'ils veulent faire dans leur vie, leurs rêves, je sais pas, c'est en lien avec la boîte et pourquoi, quand ils vont se lever le matin, tout ce qu'ils vont faire, ça va leur permettre de contribuer à la mission de l'entreprise, mais à leur mission aussi, tu vois. Donc, tu as besoin d'un leader qui va pouvoir accompagner chacun des collaborateurs, évidemment, mais chaque personne est héros de sa propre vie de toute façon et chaque personne a besoin de se convaincre soi-même, de se dire que je suis utile et voilà, même s'il y a des rapports parce qu'il y a une personne au-dessus, d'autres personnes au-dessus, puis des personnes bien plus en dessous, il y a toujours ce rapport-là, mais comme
t'es dans un écosystème, dans une entreprise qui véhicule la même chose à tout le monde, ça devrait aller, tu vois. Mais t'es obligé d'avoir des leaders et je dirais que tout le monde dans sa vie ne peut pas être forcément leader, en tout cas à la tête d'une grosse boîte, à gérer tant de salariés, etc. Parce que c'est un mindset et les personnes qui sont capables de faire ça, tu le vois direct. Enfin, en fait, c'est pas que tu le vois direct, mais c'est un peu inné dans ce sens-là, je dirais. Et c'est qu'il y a quelque chose qui a fait dans leur vie que ils ont besoin de gérer tout ça, tu vois. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je résous tous les problèmes de mes parents vis-à-vis de ça. Mes parents ont déjà su déléguer, mais ils ont eu des problèmes vis-à-vis de ça. Mon père travaillait tout le temps, et bien voilà, il était prisonnier de son travail, et il le disait lui-même. Enfin voilà, donc je résous un peu les problèmes de tout ce que mes parents ont pu vivre pour le faire et enfin pour créer ce que je fais. Donc je pense que il y a quand même il peut y avoir des leaders, mais ça vient bien plus qu'une simple décision, tu vois. Tu peux pas devenir leader comme ça. Il y a des choses que tu as vécues qui vont faire que ton état d'esprit va être tellement hypé et tout que tu vas le devenir, tu vois. Donc il y a vraiment de tout, on va dire, mais c'est pas pour ça que si tu le veux pas, tu peux pas le devenir. Plus tu vas y croire, plus tu peux le devenir, quoi. Enfin, de toute façon, tu peux, mais les personnes qui le sont et et qui le sont un peu d'office et etc. Elles ont des parcours qui font que c'était un peu leur destinée, on va dire. OK, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est une très, très belle vision de l'entreprise qui est, comme tu as dit, la nouvelle génération, c'est pas les visions que les générations avaient avant et je trouve qu'on a fait un progrès énorme sur tout ça. On va peut-être revenir un peu en arrière Mm. sur, ton parcours. En plus, tu as beaucoup parlé de l'éducation. Déjà, c'est quoi ton éducation? Qu'est-ce que c'est ton parcours scolaire? Qu'est-ce qui t'a un peu amené à tout ça? Donc pour l'instant, on va rester sur l'école, on parlera peut-être un peu après de tes parents. Yes, pas de souci. Alors au début, donc comme je le disais, moi j'ai sorti mon livre, j'étais en première, enfin l'été en fait, jusqu'à ma terminale. En terminale, du coup, bah je suis arrivée à la rentrée, j'ai fait OK, vous avez fait quoi de vos vacances et tout là, j'étais mais merde, ils ont des vies pourries, ils sont partis en vacances et tout. Moi j'ai écrit un livre, tu vois. Déjà mon ego, il était un peu plus haut, mais j'étais là bah moi j'ai écrit un livre voilà pendant mes vacances et du coup, c'était vraiment bien ce moment-là où j'ai commencé à impacter les gens en cours, etc. C'était super, super bien. Et c'était la dernière année, donc c'était très sérieux, surtout que nous, on était à la réforme, donc les spécialités et tout, on se tapait tout. Mais je pense que toutes les années, tout le monde se dit qu'on se tape tout. Hein, de toute façon, il y a toujours une réforme toutes les années, donc voilà. Mais peu importe, donc on était quand même focus chacun sur nos travaux. Et donc moi, je me suis dit qu'avec tout ça, les livres de développement personnel, etc., je voulais partir faire de l'immobilier. Pourquoi? Parce que je voulais acquérir du passif et non de l'actif. Et donc, j'ai commencé à chercher une alternance, etc. Et donc aujourd'hui, ça m'a amené au fait que je suis en BTS profession immobilière. Donc là, je suis en deuxième année. Et j'ai commencé le BTS, donc j'ai fait la première année en alternance dans une société où on faisait de l'investissement locatif clé en main au Mans. Et donc j'ai arrêté puisque bah du coup j'ai créé ma boîte. Mais pour parler simplement de parcours scolaire, je suis pure immobilier, mais à fond. Donc voilà, il n'y a pas de littéraire, il n'y a rien de tout ça. J'ai écrit mon livre et donc en parallèle du fait que bon bah je suis étudiante, etc. et que j'ai été salariée. J'ai continué à parler de mon livre. Beaucoup de personnes m'ont invité sur Paris pour des événements, rencontrer du monde. Ils m'ont dit, Mélie, il faut que tu rencontres des gens. Enfin, il faut vraiment que tu te mettes en avant. Tu vas voir quand tu vas avoir 19 ans et tout, ça va être différent, tu vois. Même pareil, quand tu vas avoir 16 ans, enfin, quand tu vas passer à 17 ans, ça va être différent que quand tu vas en avoir 16. Enfin, ils m'ont dit tous, Mélie, il faut que tu viennes maintenant, genre, pas plus tard, viens. Et du coup, bah, mes parents étaient réticents, etc. Mais j'ai fait beaucoup de réseaux comme ça. Du coup, dès que mon livre est sorti en papier, donc à mes 17 ans à peu près, donc toute l'année dernière, beaucoup de réseaux jusqu'à que maintenant je continue. J'ai un groupe à peu près, on est près de 300 entrepreneurs actifs et on fait des événements de networking sur Paris et en France ou à l'étranger, ça dépend pour certains, etc. Et du coup, ben voilà, j'ai continué à cultiver tout ça. Et en fait, en décembre, du coup, l'année dernière, donc il y a un an, en 2021, quand j'ai eu mes 18 ans, je me suis dit, ben déjà, let's go, je vais investir en immobilier, j'attends que ça. Et aussi, ben, je vais pouvoir créer ma boîte, déclarer mes livres, faire les choses de manière légale, etc.
Donc tout ça, on n'oublie pas les études, hein, j'étais bien dedans. Mais du coup, en janvier, donc là, 2022, je me suis dit, ben, je vais créer ma formation en ligne pour monétiser mon compte Insta. Et pourquoi pas faire une formation sur comment écrire un livre. Donc j'ai tout fait, j'ai tourné ça pendant que j'avais le Covid en plus. Enfin vraiment, je me suis dit, je fais ça et je mets ça sur mon Insta. Si les gens achètent, pourquoi pas. Si les gens n'achètent pas, tant pis, c'est pas grave. Et j'ai rencontré quelqu'un qui a changé, on va dire, une bonne partie de mon destin. Un gars qui s'appelle Mathis Pupo, il est cofondateur du Mentorat, donc c'est une entreprise qui accompagne les coachs, surtout les formateurs, les prestataires de services, à justement créer leur boîte, enfin leur offre, enfin vraiment tout niveau business. Et donc c'est lui qui m'a, enfin je l'ai vu plein de fois sur mon chemin et je me suis dit mais c'est bizarre quoi, pourquoi lui il est là tout le temps, pourquoi il m'a acheté mon livre en 4 semaines, c'est juste énorme. Je me suis dit mais c'est pas possible, genre personne fait ça, il va pas l'acheter, tu vois. Finalement il l'a acheté, je comprenais pas. Bref, ensuite j'avais créé une conférence en janvier au Mans. Il était devenu intervenant parce que ben mon co-organisateur il l'avait invité en tant qu'intervenant. Moi j'ai fait mais waouh c'est génial et du coup bah j'ai eu le Covid et je l'ai pas vu lors de la conférence. Troisième fois, je vais à Paris et je fais merde, il est encore là lui. Et en fait, je pensais qu'il faisait du MLM ou quoi. Et moi, j'étais assez réticente de tout ça et je m'en fichais. Finalement, j'ai parlé avec lui, il m'a dit on peut faire 15-20 000 ensemble, let's go, Mehdi. Je fais what, c'est pas possible ça. Enfin, moi déjà, Coco, si tu m'amènes à 3 000 € en 6 mois, je suis contente, tu vois. Et finalement, on a fait 18 000 € de contrat signé en 4 mois, donc ben ce qu'il m'avait dit, donc très très bien. Et c'est pour ça qu'il a changé une bonne partie de tout ce qui s'est passé après, parce que j'ai été accompagnée par d'autres personnes, etc. Maintenant, je suis aussi bien accompagnée. Et voilà, donc du coup, pour mon parcours, et j'étais aussi modèle photo pendant un moment, mais j'ai arrêté parce que ça prenait du temps aussi. Et donc, pendant toutes ces péripéties-là, j'espère que les gens suivent, mais donc j'étais toujours en BTS, donc première année de BTS. Et quand j'ai vu en mai que je passais de micro à société, donc micro-entreprise jusqu'à société, après un mois hein, de micro-entreprise, comme quoi vous pouvez vivre de votre activité simplement. Hein. Enfin, simplement, tu vois, ça dépend de tout le monde, ça dépend de la discipline de chacun aussi, ça dépend du stade d'avancement et de si t'es accompagné ou pas. Mais du coup, je suis passée rapidement en société et c'est là que je me suis dit, il n'y a pas moyen, en fait, il faut que je trouve une solution pour faire autrement mes études. Du coup, comment dire, j'ai arrêté d'être salariée du coup en alternance, donc j'ai tout quitté. J'ai quitté mes études donc en présentiel et j'ai fait mes études du coup à distance. Donc maintenant je continue mes études à distance et ça se passe super bien. Et en même temps j'ai investi dans l'immobilier. Donc tout simplement j'ai trouvé un bien comme je le faisais pour des clients et j'ai investi dans un premier studio. Donc voilà un petit peu pour tout. Et j'ai été, du coup, je me suis lancée à fond dans ma boîte. Je me suis focus sur les livres, donc l'accompagnement des entrepreneurs, et dans l'écriture de livres et les conférences. Donc je me suis vraiment focus sur ça, et l'immobilier. Et c'est toujours le cas, mais simplement à distance. Ouais, du coup, pourquoi tu continues toujours ce BTS? Parce qu'en soi, tu as déjà une entreprise, tu as déjà plein de tours qui te tournent. Est-ce que tu trouves que tu apprends vraiment dans ton BTS ou est-ce que c'est pas mieux d'être souvent entrepreneur, tu apprends un peu sur le tas, tu trouves des moyens, tu trouves des mentors. Est-ce que Mm, ça, mm. c'est pas mieux que l'école, justement? Je pense que oui, c'est bien mieux l'école de la vie que l'école tout court. Et en fait, c'est surtout que j'ai commencé le diplôme, donc je vais pas me dire je vais le terminer, sachant que mes parents aussi payaient aussi un petit peu, tu vois, donc je me suis dit quand même, on va pas les laisser hein, avec une perte de 5 000 € sans diplôme. Donc je me suis dit quand même le finir ça peut être cool et quand t'es entrepreneur t'es quelqu'un qui abandonne pas. En fait ça peut être un échec voilà moi je sais qu'il y a des moments où je suis plus faible que d'autres etc dans certains domaines mais t'abandonnes pas donc tu peux pas te donner l'autorisation de te dire que le BTS c'est fini je claque tout je fais mon business. C'est pas possible, enfin tu peux pas, il faut aller au bout. Si tu commences à faire ça, ce sera pareil tout le temps. Donc, par exemple, il y a des personnes qui vont dire
Si le matin à chaque fois tu remets ton réveil 10 minutes, 20 minutes de plus, etc., parce que ça arrive, et bien plus tu vas le faire, plus tu vas commencer ta journée avec un premier échec, etc., etc. Enfin, c'est vraiment aller dans les petites choses. Et bien là, c'est la même chose. Si je finis pas mes études, pour moi, ce serait dommage, et je sais pas si un jour, voilà, on sait pas quoi. Et je me dis que les études, c'est quand même un moyen d'être un peu plus crédible aussi sur ce que je fais, de montrer aux gens que je suis sérieuse et que je me suis pas lancée comme ça parce que j'étais mauvaise à l'école, parce que je suis bonne à l'école, et qu'en tant que personne studieuse et j'ai une valeur haute d'apprendre, eh bien c'est ça. En fait, je vais finir mes études et je veux aller à Harvard l'année prochaine, donc tu vois, enfin, il y a quand même un côté où même si je suis entrepreneur, l'école, genre je veux continuer quoi. Même si ma boîte elle tourne, justement elle tourne, donc ça me permet d'aller apprendre, tu vois. Et de faire des choses qui me plaisent. Pourtant il y en a plein qui font l'inverse et qui se disent mais moi faut pas prendre mon cas en tout cas, mais il y en a plein qui se disent je quitte les études, je monte ma boîte. Bon moi c'est je monte ma boîte pour retourner faire des études. C'est un peu bête mais c'est complètement le cas. Ouais, c'est assez impressionnant parce que tu as déjà une vision super développée, tu as déjà plein de trucs que tu veux faire. Et ouais, le fait que tu veuilles, que tu veuilles toujours aller à l'école, c'est étonnant. Tu vas aller faire quoi à Harvard? Alors à Harvard, en fait, c'est un rêve que j'ai de d'aller à Harvard. En fait, c'est je regardais beaucoup les High School Musical quand j'étais petite, comme je pense beaucoup de personnes, et je pensais que c'était une école genre créée pour le film et enfin les films. Et en fait, ben non, ça existe. Enfin, tu vois, c'est quand je te dis, moi niveau culture, c'est pas ouf. Et en fait, eh bien, je me suis dit bah why not? Donc ben pourquoi pas y aller et go. Et donc je vais y aller, je veux pas faire un master, ça me servira pas et ça va me prendre beaucoup de temps pour pas ce que je veux en tout cas parce que c'est pas pour rien, ça peut toujours t'apprendre. Mais voilà, et donc mon but c'est de faire plusieurs stages là-bas, des certifications, et que ce soit à Harvard ou dans d'autres écoles, j'aimerais bien continuer et faire, tu vois, enfin Harvard c'est 10K la semaine, tu vois, donc en faire un peu, je pense, un ou deux, ou alors en faire un dans une école, un dans une autre, etc. Juste comme ça, pour être certifiée de là-bas et pour l'avoir fait. Et je sais pas, ça me parle, tu vois. Genre, il y en a, ils veulent faire le tour du monde. Moi, je suis plutôt là, ok, je vais aller à Harvard et faire le tour des grandes universités. Je sais pas, comme ça, je sais pas. C'est quelque chose qui m'attire et pourquoi pas. Ouais, ouais. Bah, c'est cette volonté d'apprendre et Harvard, c'est très reconnu dans l'apprentissage. Il y a ce nom. Mm. Et ouais, toi, tu as cette croyance de bah, tout est possible et tu vas accomplir tes rêves les plus fous. Donc ouais, c'est totalement cohérent et je trouve ça très beau, cette vision-là. C'est clair. Et toi, tu en as appris énormément sur bah, l'entrepreneuriat. Je vois que tu as une vision très poussée de ce que c'est l'entreprise. Tu as appris sur le tas ou c'est le mentorat ou peut-être que c'est tes parents? Alors, mes parents. Si tu veux, mes parents sont d'un côté, ma mère est bosseuse, mon père aussi. Enfin, c'est plutôt ma mère, elle est très très bosseuse. Elle était gouvernante au Georges V à Paris, donc hôtel 4-5 étoiles, etc. Donc quand même très très bien, tu gères pas mal de personnes, etc. Donc ce côté-là, voilà, elle l'avait aussi. Euh, et mon père, lui, il gérait une quinzaine de techniciens parce qu'il est réparateur informatique, etc. Donc quand je suis née, et mon frère est né aussi, eh bien, voilà, ils étaient très entrepreneurs l'un comme l'autre. Enfin, ils avaient cet état d'esprit-là, cadré, on va dire, etc. Et en fait, le truc, c'est que depuis que mon frère et moi, on est nés, ben, tout a régressé dans leur vie. C'est-à-dire que leur carrière professionnelle, elle a complètement chuté, tu vois. Et je pense que pour beaucoup qui se posent aujourd'hui en foyer, etc., eh bien, tu arrêtes un peu ton business. Enfin, c'est difficile de continuer ton travail, etc. Tu te poses plein de questions parce que du coup, ta vie, c'est devenu tes enfants, quoi. Et c'est ça qui est dommage. Et donc, ma mère est devenue vendeuse pour le magasin de mon père et mon père est devenu du coup son propre patron. Enfin, il était déjà patron, mais du coup, ils ont reconstruit la même boutique en 10 fois plus petite, à deux, et dans une autre ville. Et du coup, ben, ils sont toujours réparateurs informatiques, etc. Et en fait, du coup, ça les a fait énormément régresser, mais ils voulaient une vie plus stable, hein, donc plus stable, plus calme, etc. Donc ce qui est ok. Mais du coup, mes parents m'ont quand même enseigné pas mal de choses, je pense, quand j'étais petite, parce que quand t'es un enfant et que t'as moins de 7 ans, t'es une éponge. Donc je pense que le stress de la vie parisienne, le fait de travailler, le fait d'aller faire ceci, cela, etc., j'ai dû passer, enfin vraiment être éduquée un petit peu comme ça, etc., de il faut travailler, de voilà, c'est important de faire ceci, cela, etc. Donc je pense que j'ai été éduquée comme ça déjà.
Et aussi, il y a un moment où mes parents étaient vraiment... Enfin, ma mère, elle est tombée malade déjà, et mon père, juste après ça, en fait, ils ont créé leur société du coup au Mans, et ça a pas marché pendant 5 à 10 ans. Vraiment pas. C'est-à-dire que tu vois, tu montes un business physique qui ne marche pas, qui n'est pas viable. Pourquoi? Parce qu'ils avaient, du coup, ils ont beaucoup emprunté de leur côté, ils ont mis beaucoup d'argent de leur côté. Quand tu crées ta boîte, souvent tu mets d'argent perso, hein, c'est la base. Même moi aujourd'hui, j'ai mis beaucoup d'argent perso, mais ils pouvaient pas. En fait, ils étaient tellement peu rentables qu'ils pouvaient même pas se rembourser eux-mêmes. Et donc ça a duré pendant longtemps jusqu'au Covid. Et donc, en fait, ils aiment pas leur taf. Enfin, tu vois, quand au bout d'un moment ça marche pas, etc. Enfin, ils aiment pas. Et c'est pour ça que du coup, il y avait tous les problèmes qui arrivaient, genre les douleurs de comment faire pour se libérer de ça, la rat race, comment devenir riche, comment partir en vacances, enfin voilà. Et donc ma mère, elle dit rien souvent, et je pense que la plupart des mères, voilà, font ça. Elle dit rien, elle se plaint pas, etc. Mais mon père, par contre, lui, tapait des vidéos sur Google, comment devenir riche, comment gagner 3000 euros par mois, enfin. Et donc mon père était beaucoup dans la formation de vidéos là, un peu, je vais pas dire bullshit, mais un peu ce qu'on a l'habitude de voir, les trucs de motivation sur YouTube, qui sont très bien d'ailleurs, mais il était vraiment à fond dans ça. Mais il appliquait rien, mais alors rien, rien, rien. Jusqu'à que moi j'écrive mon livre et que je commence à rechercher des choses pour eux. Donc j'ai recherché des biens immobiliers, je les ai fait investir dans l'immobilier, et je pense que j'ai été quand même un grand déclencheur de tout, une grosse partie des rêves que mes parents avaient et qui étaient un peu bloqués, on va dire, qui étaient restés à un stade de c'est pas pour moi. Je veux le faire, mais c'est pas pour moi, tu vois, ou j'ai pas le droit de faire ceci, cela. Et donc je pense que j'étais quand même un véhicule qui leur a permis de grandir. Et aujourd'hui, moi, je recrute, je fais plusieurs salariés, etc. Enfin, une salariée et une en contrat à fond, quoi. Enfin, tarif fixe quoi, enfin salaire fixe. Et donc j'ai recruté, etc. Même là on est 5 en tout. Et en fait le truc c'est que mes parents veulent commencer à déléguer, alors que ça faisait des années qu'ils voulaient pas, et que je leur ai dit il faudrait que vous déléguez si vous aimez pas ça, ça, ça. Et en fait il y a plein de choses comme ça leur ont permis, le fait que moi je le fasse, leur montrer que c'est facile, et que au pire, ben, si vous n'y arrivez pas, je suis là, je peux vous aider, je sais faire. Donc mes parents et moi, c'est d'un côté ils m'ont inculqué beaucoup de choses, et ça c'est génial, mais d'un autre côté ils se sont pas bougés en fait, et alors qu'ils avaient toutes les clés en main pour le faire, et comme beaucoup de personnes aujourd'hui. Donc je pense que j'étais quand même un moment, enfin quelqu'un qui va les pousser à pouvoir réaliser des choses. Donc on a une relation vraiment interdépendante, je dirais, parce que ils m'ont aidé, je les ai aidés, et on grandit vraiment bien ensemble. Donc c'est ça qui est cool avec mes parents. Et donc ça m'a aidé, mais comme tu vois la seconde partie où là j'ai vraiment dû me bouger, j'ai créé ma boîte, j'ai recruté, etc., c'était pas avec eux forcément. Et du coup c'est pour ça que là je parle du pouvoir d'être un peu accompagné, enfin vraiment cette conséquence là d'un accompagnement business bien choisi, c'est super important. J'ai été accompagnée par une dizaine de coachs là en l'espace de même pas 6 mois, que ce soit dans le business ou pas, hein, parce qu'il faut se faire accompagner dans tout ce que tu es pas un génie, on va dire, tout ce qui est là où tu as un problème. Donc moi c'était surtout l'aspect santé, etc., et l'aspect alimentation et tout, et psychologie même, j'ai fait des séances, bref. Et aussi l'aspect du coup business, parce que la vente et moi ça faisait carrément deux. Et donc, voilà, j'ai été accompagnée par le mentorat, j'ai pris un coach sur LinkedIn, des coachs aussi sur la création de communauté sur Instagram. Cet accompagnement-là était long et m'a pas servi à grand-chose. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire attention à qui on prend comme coach. Et maintenant, je suis dans un accompagnement, je suis bien encadrée. Et grâce à ce dernier accompagnement qui va durer 1 an, enfin ce dernier, il y en aura sûrement après, mais là, pendant 1 an, c'est fixe, ben, j'ai passé les 10 000 euros. Donc, je suis contente quand même d'un côté de pouvoir faire ça, quoi. Ouais, et bah, ta relation avec tes parents, elle est incroyable. Et ouais, je pense que tous ceux qui écoutent, ils ont jamais entendu une relation comme ça. Et ouais, non, c'est assez incroyable et c'est assez inspirant. Mais ouais, ouais, ouais. Après, je dirais pas qu'ils m'ont quand même beaucoup aidé. Je pense que leur influence a été quand même très positive pour moi, et je pense que c'est ça qui est bien. Mais n'empêche, ils ont pas été là non plus énormément. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que mon père, quand il en avait vraiment marre, donc c'était avant le Covid, mes parents ont acheté tous les trucs débiles, enfin débiles. Tous les trucs qu'on aurait pu faire, genre ils achetaient des livres, ils achetaient aussi, ils ont acheté tout l'accompagnement de Franck Nicolas. Je sais pas pourquoi,
Mais ils ont acheté tout l'accompagnement, mais genre tout l'accompagnement. Genre vraiment, ils avaient l'agenda, ils avaient toutes les vidéos en ligne, tous les lives, tout ça. Et en fait, mon père regardait les vidéos à table, dans la voiture, quand on partait en vacances, enfin vraiment. Et moi, j'en avais marre, vraiment, je lui ai craché dessus sur les vidéos. J'étais là, mais non, fais pas ça, j'en ai marre. Viens, on met la télé ou quoi. Et maintenant, c'est l'inverse. Et je suis là avec mes vidéos, tu vois, quand je mange des fois ou quoi. Et mon père, il m'a dit, mais t'es folle maintenant, genre, tu me trouvais débile, mais en fait, c'est toi maintenant qui fait que ça, et tout. Et donc, en fait, ils m'ont quand même beaucoup influencé, mais c'est pas eux en soi qui m'ont montré les choses. Ils m'ont plutôt montré pourquoi faire les choses et le comment je les ai trouvées. Par contre, je me suis cherchée à vraiment trouver comment faire les choses, etc. Et de base, en fait, tu vois, encore là, en mars, je voulais gagner 3 000 € par mois, tu vois. Alors que ma vision a énormément changé, c'est ça qui est bien. Et là, je veux faire 1 million d'ici 1 an et demi, 2 ans, quoi. Donc, si tu veux, ça a tellement changé, c'est dingue. Il y a ça, et puis j'ai plein de rêves, et je pense que c'est pas pouvoir réaliser autant de choses facilement. Comme travailler avec les personnes que j'idolâtrais il y a 2 ans, enfin, il y a 2 ans, ouais. Et bien, en fait, j'ai travaillé avec eux, et enfin, c'est juste dingue. Et il y a encore plein d'opportunités qui arrivent, donc bon, c'est ça qui est bien. Je pense que bah, là, c'est sûr qu'on a une vision un peu de large. Je pense qu'il y avait plein de difficultés avec tes parents. Moi, ce que j'aime bien dans ce que je vois, c'est qu'ils ont essayé plein de choses. Ils ont fait plein d'erreurs et tu les as vues. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que moi, un de mes problèmes, c'est que le diplôme, c'est un peu la voie qui est sécurisante. Tu fais pas d'erreur parce que en vrai, tu réussis pas grand-chose. Tu as un truc qui est méga, méga sécurisant. Et le fait de bah, tenter des choses, faire des formations sur YouTube, voir que tout ça c'est possible, moi c'est quelque chose qui a fait un grand shift pour moi et me faire accompagner évidemment. Ben, ça c'est évidemment le cas de l'entrepreneuriat. Et je trouve que c'est une des grandes difficultés. Les entrepreneurs comprennent l'intérêt d'un accompagnement parce qu'ils y gagnent quelque chose de financier, ça a un impact sur leur business et du coup ils voient vraiment l'impact que ça a. Et pour moi, un des grands problèmes, c'est que les non-entrepreneurs, ils voient très peu l'impact de, de tous les accompagnements. En fait, ouais, tant que tu t'es pas fait accompagner et que t'as pas eu de réels résultats, ça ne marchera pas. Parce qu'il y en a plein, hein, enfin, il y a plein d'accompagnements sur Internet qui ne fonctionnent pas, hein, moi je te le dis. Après, c'est comme quand tes parents te disent fais attention, fais ceci, cela, ben t'as ceux qui vont se brûler et qui finalement vont rouler alcoolisés, je sais pas, peu importe. Et t'as ceux qui vont vraiment faire attention et appeler un taxi, tu vois. Il y a vraiment les deux cas différents. Je sais pas pourquoi je prends cet exemple, mais ça marche bien. Et il y a les personnes qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, qui vont finalement rouler alcoolisés, on va dire. Les autres qui vont appeler le taxi, qui vont arriver plus sereinement là où ils veulent. Tu vois, il y a les deux cas. Et je pense qu'il y a aussi des fois où même si tu veux justement être accompagné et que voilà, il y a un moment où tu vas pas forcément savoir choisir quel coach, etc. Même s'il faut toujours contrôler, tu vois. Enfin, on te le dit toujours, contrôle les sources de ce que tu lis, tout ce que tu fais, etc. Enfin, contrôle les sources. Ben là, c'est pareil, c'est ta capacité à savoir analyser si la personne est une bonne personne ou pas. Et moi, par exemple, Mathis, je lui ai fait entièrement confiance. Enfin, j'ai passé une journée avec lui entière à suivre tous ses appels. J'ai DM tous ses clients limite, enfin vraiment tous ceux que je connaissais, je les ai DM. J'ai même fait des appels avec eux. Et pendant 2 semaines, j'ai pas donné de réponse à Mathis. Je lui ai dit je vais analyser tous tes clients. Et tu vois, et c'est pour ça que voilà. Et moi je l'ai payé aussi en crypto-monnaie, hein, tu vois. Enfin bref, c'était vraiment j'analysais tout. Après, il y avait un autre pote sur LinkedIn, ça faisait 3 mois que je voulais un accompagnement sur LinkedIn, etc. Tu vois, c'était vraiment réfléchi. Ensuite, il y avait les deux gars pour l'aspect communauté, ça fait 2 ans que je voulais vraiment, je sais pas, rentrer en contact avec eux ou quoi. Finalement, je me suis dit, je voulais être cliente, enfin, peu importe, je voulais travailler avec eux. J'ai signé un contrat, finalement, ça m'a pas apporté grand-chose et ça, vraiment, je suis deg. Mais ça a résolu le fait que plus petite, enfin, il y a 2 ans, je voulais travailler avec eux. Du coup, tu vois, ça m'aide quand même. Mais en fait, il faut toujours savoir à quel point est-ce qu'on peut faire confiance à la personne qui va nous accompagner, à quel point est-ce que c'est une personne transparente avec toi. Regardez aussi ce que les coachs font, enfin, voilà. Donc mais il y a des personnes, ça fait 2 ans qu'elles se font accompagner, qui sont avec un coach, mais ça ne marche pas, hein. Enfin, faut pas se le cacher. Mais il faut avoir une bonne capacité de bien choisir ses coachs parce que ça se trouve, ça va pas marcher du tout, quoi. Et aussi, il faut pas avoir peur de payer. Parce que, enfin, je suis désolée, les accompagnements à 30 € de l'heure,
Enfin, c'est pas possible, tu vois, c'est clairement pas possible. Le prix, on va dire que d'un côté, ça peut montrer la valeur de quelque chose, mais ça vaut carrément le coup des fois. Enfin, moi, j'ai payé des accompagnements, là, j'ai dû investir plus de 50 000 € sur moi, sur les connaissances en entrepreneuriat, etc. C'est juste dingue, en fait, et à quel point tout peut changer quand tu mets aussi le prix, quand t'as pas peur. Même si je me suis foutue dans la merde, hein, mais c'est pas grave, tu vois. Je sais que c'est que des enseignements de la vie, et au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver, tu vois? Enfin, c'est vraiment la question qu'il faut toujours se poser, quoi. Ouais, je sais que moi je m'étais fait coacher, un coach mindset que j'avais rencontré sur LinkedIn. J'ai pas fait autant de recherches que toi, mais ça s'est quand même super bien passé. J'avais payé 1 200 € pour le mois, donc pour 4 séances. Voilà, quand je dis ça à un non-entrepreneur, c'est un prix qui semble totalement aberrant pour beaucoup. Pour moi, c'est la valeur était bien plus que ça. Mais c'est assez incroyable. Mais je pense aussi que peu importe à quel point tu recherches, tu vas forcément devoir te tromper parce que confiance, en fait, c'est créer des attentes. Euh, la personne peut Mmh. être totalement transparente avec toi, tout ce qu'elle te dit, ça va être vrai, mais ça se trouve juste toi, tu vas pas le comprendre. Ça se trouve tout ce qu'il fait, c'est très bien, je sais pas ce dont tu as besoin à ce moment-là. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais c'est clair. Il y a plein de choses différentes. Après, il faut vraiment avoir un besoin. C'est comme pour le médecin. Tu vas aller au médecin si t'as mal à quelque chose ou s'il te faut un certificat médical, peu importe. Tu vas pas aller le voir toutes les semaines si t'as rien. Donc, faut quand même y aller avec un besoin pour trouver un coach. Parce que sinon, si t'en as pas besoin, ça va rien t'apporter et tu peux pas avoir de grandes attentes. Enfin, tu peux pas attendre que quelqu'un révolutionne ta vie si t'es déjà bien là où tu es, si tu veux y rester. Enfin, faut pas demander la lune à quelqu'un non plus. Parce que de toute façon, que tu sois avec un coach ou pas, le changement, tu le fais toi-même, en fait. Et c'est ça que j'ai appris quand j'ai pris beaucoup de psychologues, etc., qui devaient m'accompagner sur plein de choses, etc., en développement personnel, hein, parce que le développement personnel, allez pas chercher des coachs, hein. Enfin, il y a tellement de psychologues ou quoi, enfin, peu importe. Les coachs, si vous en prenez, c'est parce que vraiment, vous voulez vous bouger et vous n'arrivez pas à vous bouger. Mais il y a tellement de personnes aujourd'hui et en fait, tu te rends compte que le changement, tu le fais en toi-même. Et moi, j'avais tellement de capacités que je me suis dit, mais en fait, pourquoi je vais chercher quelqu'un? Les capacités, elles sont en toi et c'est plutôt ton comportement. Si t'arrives pas à l'adapter et que t'arrives pas à faire les choses, si tu procrastines, etc., ok, il te faut un coach. Mais sinon, les choses en soi, tu sais le faire, tu vois. En fait, tu vas pas aller chercher quelqu'un qui va résoudre tes problèmes, tu vas aller chercher quelqu'un qui va mettre de la lumière sur tes problèmes. De toute façon, à un moment donné, il va falloir que tu te bouges et il pourra pas marcher à ta place. Il y en a qui vont dans une optique trop passive et du coup, ils gagneront rien parce qu'ils sont passifs. Après, voilà, moi, je fais pas la distinction que tu fais entre coach et psychologue. Pour moi, c'est une question de personne. T'en as avec qui Ouais. ça a mieux marché un psychologue. Le problème du psychologue, c'est que t'en as qui se cachent derrière un diplôme. Ce qui est important, c'est l'humain derrière. Est-ce que tu as confiance à la personne? Le plus important, c'est le feeling que tu as avec cette personne-là. Si tu sens Mm. que la personne t'inspire, que tu l'admires, bah là, trop bien, va en séance avec lui, qu'il soit psy ou coach. Et je trouve que c'est un des problèmes des psys. Il y en a qui se mettent pas assez en lumière, ou tu vas les contacter sur tes pages jaunes parce qu'il est dans ta région, etc. Tu vois. Alors qu'un coach, tu vas le contacter parce que tu le vois sur les réseaux, parce qu'il t'inspire, parce que tu as déjà une idée de qui il est. Tu vas pouvoir faire plus de recherches. Voilà. Bon, Mm. après, voilà, c'est des visions différentes. On va clôturer tout ça sur la question du dernier invité. Question très intéressante. Quelle relation as-tu avec ton reflet? Quand tu regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu te dis? Avec mon reflet dans le miroir, euh, moi je dirais tu m'inspires. Pourquoi? Parce que j'ai regardé une vidéo, ça s'appelle, enfin c'est une vidéo que j'ai créée, c'est le point d'octobre, donc c'est mon mois d'octobre, il y a eu beaucoup de belles réussites. Et en fait tous les mois, hein, il y a autant de réussites, hein. C'est juste là, je me suis dit je vais faire une vidéo parce que c'était quand même significatif pour moi. J'ai regardé la vidéo parce que c'est pas moi qui fais le montage et du coup je vérifiais le montage et en fait je me suis dit waouh, c'est un truc de dingue à quel point je suis capable d'inspirer, enfin même moi-même. Et même mon compte Insta, j'ai remonté jusqu'à mes premières vidéos où j'avais 17 ans, même avant. Je fais waouh, je m'inspire. Enfin, je me dis, mais comment je suis capable de pouvoir faire tout ça? Et en fait, c'est dingue, vraiment. Voilà. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que les podcasts, je les réécoute toujours une fois, deux fois, plusieurs fois parce que j'adore et je trouve ça incroyable de me dire que bah, je participe à tout ça Mm, il y a quelques jours. Enfin, ça me semble totalement incroyable. Et puis, j'adore voir l'évolution qu'il y a au cours de ces épisodes. Enfin, moi, bon, j'adore me réécouter. mm. Ouais. Et du coup, maintenant, ça va être à toi de poser ta question pour le prochain invité. Ok, pour le prochain invité, je dirais qui vas-tu devenir d'ici 3 mois pour que la personne s'entraîne à réfléchir qui elle va être d'ici 3 mois. Moi, je sais exactement où je suis dans 10 ans, mais il n'y a pas tout le monde qui est capable de le faire. Donc, qu'est-ce que cette personne-là serait d'ici 3 mois?
OK, question intéressante et bah, c'est bien dans ta philosophie, j'aime beaucoup. Merci à toi pour ce super épisode, c'était super intéressant. Je pense que tu as été beaucoup plus technique que dans certains épisodes, où là vraiment s'il y en a qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils vont avoir plein de ressources, et et je les conseille vraiment à aller te contacter sur les réseaux, lire ton Ouais, livre, j vraiment tout ce que tu as partagé, c'était incroyable, merci beaucoup. merci à toi.